On est de retour pour la partie 2. Cette fois-ci, au lieu d'identifier les blessures, on va commencer à discuter de comment faire en sorte de les traiter. Si vous avez déjà pris le temps de comprendre, maintenant vous savez qu'il est l'heure de travailler. On se rappelle que dans le but d'entretenir des relations épanouies, avec autrui, avec soi-même d'ailleurs aussi, il sera extrêmement important que de prendre le temps de travailler donc sur ces blessures, faire en sorte de les guérir, venir nous dissocier de l'anxiété, du stress qui sont associés de base à ces souvenirs douloureux de notre enfance et qui ont fait que nous répétons des schémas constamment dans nos relations en étant adultes. Aujourd'hui, on va donc voir des techniques ou des manières, on pourrait dire des méthodes, qui vont nous permettre de commencer à guérir ces blessures d'un côté, et je vais aussi vous donner mes conseils que j'ai pu appliquer personnellement au fil des années pour faire un travail aussi de mon côté. Étant donné que j'ai pris plus de temps par moi-même pour le faire, ça a pris du temps, ça a fonctionné, mais j'ai quand même dû faire appel à quelqu'un. On en parlera ensuite. On est parti. En premier lieu, il y a la thérapie EMDR, qui signifie Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est donc une approche thérapeutique qui aide à traiter les traumatismes en faisant en sorte d'utiliser le mouvement des yeux, mouvement oculaire, ou alors avec des tapotements, en tout cas un mouvement qui va être régulier, qui va nous permettre de désensibiliser et retraiter les souvenirs traumatiques. Ça va être une thérapie particulièrement efficace dans le cadre de blessures relativement profondes. On parle par exemple de personnes qui ont un syndrome de stress post-traumatique ou un stress post-traumatique qui va être complexe aussi, qui va venir jouer son rôle dans des comportements répétitifs à l'âge adulte. Là, on peut parler par exemple de viol, on peut parler de violence physique ou violence émotionnelle forte. Ce genre de choses qui vont nous amener à faire de l'EMDR. Ce n'est pas forcément ça, hein, bien sûr, ça peut être aussi une trahison très difficile, très douloureuse de la part d'un des parents, mais quoi qu'il en soit, ça va être grandement préféré, appliqué dans le cadre de blessures plus profondes. Et d'ailleurs, une étude de Shapiro de 1989 a bien mis en avant la puissance, la pertinence de l'EMDR dans le cadre justement de traitement pour du stress post-traumatique et pour aider à intégrer les souvenirs donc de manière plus saine, en enlevant le stress qui est associé, bien sûr. Seul challenge, on pourrait considérer en tout cas de ce type de thérapie, c'est effectivement tout le stress qui est associé, qui va être revécu au travers de ces moments, donc dans la thérapie, qui fait qu'il faut quand même espacer les séances, sans quoi on risque de vraiment être mis à mal. Ce qui veut dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde, il faut avoir une vie qui est au-delà de la thérapie relativement saine, donc avec une forme de discipline, pour venir faire en sorte d'avoir le bon cadre pour travailler. Sans quoi, ce sera vraiment trop compliqué. Une personne qui est complètement dépressive et au bord du suicide ne pourra pas faire appel à l'EMDR pour la simple bonne raison qu'elle risquerait de se suicider directement ensuite. Donc, très compliqué. Il faut faire attention. Le deuxième type de thérapie qui fonctionne aussi très bien, qui va pouvoir être encore plus utile dans le cadre de blessures légères, on pourrait le dire, c'est la REBT, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Rational Emotive Behavioral Therapy, thérapie cognitive qui a été développée principalement par Albert Ellis et qui se concentre sur l'identification et la reprogrammation de croyances irrationnelles, tout simplement. Qui va être utile en réalité dans plusieurs cas, pas uniquement sur la partie donc traumatisme, mais aussi sur des croyances qui pourraient être liées à l'argent, qui pourraient être liées à notre apparence physique, etc., etc. Et venir les reprogrammer pour qu'elles soient donc rationnelles. Donc au lieu d'être rigides, qu'elles soient flexibles, au lieu d'être extrêmes, qu'elles soient modérées, etc., etc. Cette approche va vraiment permettre de changer les schémas de pensée négatifs qui viennent nous amener à avoir des comportements répétitifs qui eux-mêmes sont négatifs. Donc on commence par la base, la pensée, la croyance, qui va nous amener en fait à, en la changeant par quelque chose de plus positif et donc de plus rationnel, à avoir des comportements qui eux-mêmes sont plus positifs. Et ces études, donc notamment par Albert Ellis, pas plus tôt ou aussitôt disons qu'en 1962, ont mis en avant la pertinence de la REBT, dans le cadre de la reprogrammation des croyances et pour faire en sorte de sortir de schémas répétitifs négatifs. Avant de continuer d'ailleurs, si ce contenu vous plaît, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo bien sûr, pour me soutenir. Et d'ailleurs, si vous pensez que ce contenu peut parler à une personne de votre entourage, amis, famille, même partenaire, surtout n'hésitez pas à lui partager. Encore une fois, il n'y a rien de plus précieux que le savoir c'est le pouvoir, et en plus de ça, la valeur est inimaginable. Parce qu'on ne peut pas savoir l'impact que peut avoir du savoir sur une personne avant de lui envoyer. Donc, surtout n'hésitez pas à partager ça, ça fera toujours plaisir à la personne elle-même, et si elle y trouve quelque chose de positif, ça vous sera positif aussi. Autre point, si jamais vous voulez aller encore plus loin dans la démarche, en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez rejoindre le canal Telegram dont le lien est en description, parce que je parle beaucoup de ces sujets-là.
ainsi que des sujets des relations hommes-femmes, bien sûr, et de la psychologie. Et si jamais vous avez une thématique très spécifique à aborder, vous pouvez aussi réserver une consultation avec moi directement, donc en inscription encore une fois, dans le but d'avoir un moment en privé, donc 1 heure, pour pouvoir voir un petit peu quels sont vos problèmes et avoir des conseils avisés. On est reparti. Troisième et quatrième aspect, qui sont des aspects qu'on va pouvoir plus travailler par nous-mêmes, mais qui idéalement vont être mis en place sous la forme de processus en même temps qu'on a la thérapie. En tout cas, c'est comme ça que je les applique personnellement. D'un côté, on a le journaling, donc le fait de pouvoir écrire régulièrement, soit le matin, soit le soir, voir les deux. Notre ressenti, ce qu'on a fait la veille, etc. Venir comprendre un petit peu les situations de manière factuelle, mais aussi de manière émotionnelle. Mettre des mots sur nos ressentis pour faire en sorte de s'y connecter et mieux se comprendre. Parce que c'est en se comprenant mieux qu'on va pouvoir plus facilement accéder justement aux énergies qui sont bloquées, à nos souvenirs, à ce qu'on aura somatisé, pour faire en sorte de travailler dessus ensuite et de venir débloquer ces schémas de pensée et schémas donc de ressenti répétitifs, qui bien sûr sont négatifs. Sachant qu'en plus, dans le cadre d'une thérapie avec un mentor ou un thérapeute, partager ces écrits sera extrêmement valuable, donc capital, pertinent, plein de valeur, parce que vous aurez un feedback qui sera externe et essentiel dans le cadre de votre processus de guérison. Et l'étude de Pennebaker de 1997 a montré que l'expression créative, ou l'écriture qu'on appellera expressive, va permettre de plus facilement traiter les émotions dans le cadre bien sûr d'une thérapie aux personnes qui prennent le temps de le faire, tout en pouvant améliorer la santé émotionnelle. Et enfin, le quatrième point paraît un élément extrêmement puissant, en deux aspects, méditation et pleine conscience. J'en parle régulièrement encore une fois, mais c'est rien de neuf, simplement pour que vous le sachiez. Dans le but de venir mieux se comprendre, méditer et pratiquer des actions en pleine conscience vous permettra de mieux vous connecter à vos ressentis et de plus apprécier les choses qui se passent pour vous. Très puissant, ça a un vrai sens. N'hésitez pas à le faire régulièrement. Et encore plus si vous êtes accompagné par une personne qui vient vous guider. Dans une thérapie, justement, il y a la pratique de la méditation guidée qui vous amènera dans des lieux en vous que vous n'auriez pas pu atteindre par vous-même. Donc ne sous-estimez pas la puissance de celle-ci. Et c'est Kabat-Zinn, d'ailleurs, dans son étude de 1990, qui a pu mettre en avant le fait que la méditation et la pratique de la pleine conscience permettaient de réguler les niveaux de stress, d'un côté, en les réduisant, et améliorer la régulation émotionnelle. Donc, encore une fois, comme on l'a vu, extrêmement pertinent par exemple dans le cadre d'une thérapie EMDR. Maintenant, pour les 3 conseils que j'ai à vous donner, à propos donc des différents aspects que j'ai pu appliquer qui m'ont permis de me comprendre et de travailler donc sur mes blessures pendant que j'étais accompagné. En numéro 1, la méthode du dossier secret. Un dossier qui n'est que pour vous, dans lequel vous pouvez noter toutes vos peurs, tous vos traumatismes quand vous les avez identifiés, ainsi que vos réactions disproportionnées. Comme ça, vous pourrez revisiter ce dossier régulièrement pour voir si vous avez fait des progrès, si vous êtes encore une fois sur une bonne voie, ou si vous avez besoin de travailler sur certains aspects avec un professionnel. Encore une fois, je le répète, c'est très important de le comprendre, mais ce travail-là va être bien plus aisé, bien plus facile, bien plus soutenable, on pourrait dire, en étant accompagné qu'on ne le ferait seul. Et on a tendance à se surestimer très régulièrement, là où en fait, il faudrait prendre le temps de consulter un professionnel, un mentor, un thérapeute. Les thérapeutes, ça va être plus compliqué, il faut trouver les bons thérapeutes pour ça. En tout cas, une personne qui a pu faire ce travail, dans le but de venir comprendre ces choses-là plus facilement et de vous diriger vers la guérison, encore une fois, de manière sereine. Vous voyez ? Parce qu'il faut faire confiance à la personne. Deuxième aspect, c'est l'expérimentation sociale. C'est venir renforcer, en fait, on pourrait dire le muscle de l'action, c'est la capacité à agir, c'est en réalité lié à l'énergie archétypale du guerrier, selon la méthodologie, donc King, Warrior, Magician, Lover, qui était dénommée par Robert Moore et Douglas Gillette. Il s'agira de s'engager dans des interactions sociales, de manière délibérée bien sûr, en faisant en sorte de faire un effort, de changer de comportement malgré tout. Donc ça demande bien sûr une capacité d'action qui est plus élevée, mais en faisant en sorte de renforcer ce muscle de l'action et de la discipline, on va venir donc créer un momentum qui permettra de plus facilement agir par rapport à nous-mêmes et notamment dans le cadre d'un processus de guérison. Par exemple, si vous avez peur de l'engagement, ça pourrait être le fait de rester présent dans la relation malgré la peur, en faisant en sorte d'essayer de communiquer avec la personne, et de lui poser des questions ou de lui donner du contexte par rapport à nous-mêmes pour qu'elle puisse nous aider à nous ouvrir. Bien sûr, tout en discutant de vos progrès avec une personne qui est capable de les comprendre et de vous donner des directives. Et enfin, dernier aspect, c'est le défi du miroir. 2 grandes choses, des affirmations positives fondamentalement à se faire tous les matins, qui pourraient paraître futiles, inutiles. Effectivement, elles le seront si jamais c'est la seule chose que vous faites. Mais si à côté de ça, vous pouvez méditer, et vous prenez le temps d'écrire, et qu'en plus de ça, vous consultez quelqu'un, dans ce cas-là, c'est le jackpot. Si vous prenez le temps de vous dire le matin que vous vous aimez, donc en se regardant dans le miroir, dans les yeux,
on se dit « je t'aime » plusieurs fois, « je t'aime ». Et en plus de ça, qu'on se répète « je suis prêt à guérir mes blessures et passer outre mes boucles de traumatisme », alors on se donne déjà les moyens de pouvoir créer notre réussite et accomplir ce processus de guérison avec brio. Voilà donc tous les éléments que vous avez à votre disposition pour pouvoir entamer ce processus de guérison. Ça va vous paraître un peu flou, pas très clair, effectivement, c'est compréhensible. Si vous voulez encore une fois en savoir plus, mon canal Telegram, dont le lien est en description, une consultation pareille, c'est faisable. Parce que, encore une fois, effectivement, vous avez du contenu, vous avez des informations que vous pouvez avoir à votre disposition maintenant, mais ça ne remplace pas la capacité que vous pourrez avoir à faire un travail réel, accompagné par quelqu'un, qui vous permettrait de vous diriger vers cette guérison plus facilement. Donc il faut prendre le temps, utiliser cette énergie aussi à bon escient, de pouvoir donc dédier chaque jour un certain créneau horaire, ça peut être 1 heure, ça peut être 2, pour pouvoir rechercher le sujet bien sûr, consommer des informations, par exemple au sein de ma vidéo, ou alors dans des articles, mais il s'agira aussi d'agir. Agir, ce n'est pas consommer du contenu, agir, c'est l'appliquer. Donc, par exemple, comme je le disais, tenir un journal, écrire ce qu'on ressent, etc. Méditer, pleine conscience, action pleine conscience. Par exemple, au lieu de manger devant une vidéo, une série, quoi que ce soit, c'est manger sans rien faire, simplement en profitant de la nourriture. Et faire en sorte, encore une fois, de faire appel à quelqu'un. Si on ne demande pas de l'aide, alors ce sera compliqué d'accomplir cela. Comme je le disais, on se surestime souvent, donc posez-vous les bonnes questions. Et pour finir, quelques questions pour vous. Est-ce que vous avez déjà commencé à entamer votre processus de guérison? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir le commencer? Mettez tout ça en commentaire, surtout. Ça servira à d'autres personnes qui seront inspirées par ce que vous êtes en train de mettre en place. C'était Rémi, bon courage.